Bonjour à tous, Jérôme Kébi, je suis le délégué général de la FNEJ et je suis très heureux de vous accueillir en cette fin d'après-midi pour ce webinaire qui porte pour titre Qu'est-ce que la recherche intervention? Donc, ce webinaire s'inscrit dans un programme de formation de la FNEJ sur la recherche intervention et en particulier la dimension méthodologique de la recherche intervention. Ce programme de formation se tiendra à l'automne, puisque les deux premiers jours, ce sont les 17 et 18 septembre, et puis la deuxième session, c'est le 19 et 20 novembre, le tout dans les locaux de la FNEJ à Paris, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc, on va vous donner un certain nombre d'éléments qui constituent en quelque sorte une introduction à ce séminaire de 4 jours pour vous donner envie, d'une part, et puis pour ceux qui auraient une connaissance relativement faible du sujet, d'avoir quelques éléments qui leur permettent de bien situer et de bien comprendre en quoi consiste la recherche d'intervention et, le cas échéant, leur envie d'approfondir ce domaine au cours de cette formation. Alors pour cela, je suis accompagné aujourd'hui de Laurent Capelletti, qui est professeur au CNAM et responsable de cette formation, et de Françoise Gauthier, qui est maître de conférence à Lyon et qui est aussi responsable de programme de recherche au sein de l'ISEOR. Pour poser des questions, donc on va d'abord avoir une première présentation par Laurent et Françoise. Vous avez l'outil QNR, hein, on est tous un format Zoom webinaire, donc ce n'est pas un format où vous pouvez directement intervenir et parler. Donc, vous pouvez poser vos questions. Et c'est pour ça que j'indiquais à ceux qui s'appellent toujours Marie Grandon de changer de nom, ou alors, quand ils poseront leurs questions, le cas échéant, d'indiquer qui ils sont, où elles sont, au moment où les questions seront posées. Et je ferai votre interprète auprès des deux intervenants pour les questions. Et puis, on peut également répondre par écrit aux questions. Je précise avant de céder la parole à Laurent et Françoise, que ce webinaire est enregistré et qu'il sera ensuite diffusé sur notre chaîne YouTube à l'issue de la présentation. Voilà, j'ai dit, je pense, tout ce que j'avais à vous communiquer et je cède tout de suite la parole à Laurent. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme Jérôme l'a expliqué, on va avec Françoise, en fait, en un quart d'heure, vous présenter, j'allais dire, l'introduction sur les grandes dimensions de la recherche-intervention, telles que ensuite ces grandes dimensions sont développées de façon à la fois théorique et pratique durant le séminaire donc de 4 jours qui aura lieu à la rentrée, donc dans les locaux de la FNEJ. Alors, de la recherche d'intervention à la publication, en passant par les impacts. Donc, dans le titre, il y a vraiment l'objectif, en fait, hein, de la recherche-intervention, qui est celui du séminaire, qui est déjà de travailler sur la recherche-intervention dans toutes ses modalités, puisqu'il y a des modalités, par exemple, il y a la recherche-intervention mode ISEOR, donc socio-économique, il y a la recherche-intervention mode scandinave, Interventionist Research. Donc, il y a différentes modalités de recherche-intervention. Le séminaire n'est pas axé exclusivement sur une de ces modalités, elle est axée en fait sur les dispositifs communs à la recherche-intervention, quelles que soient ensuite ces modalités. Ça, c'est un point qui est très important. Ensuite, le séminaire organisé vraiment en sorte de guider les stagiaires sur la façon de, en collectant des données de recherche-intervention, comment publier à la fois donc dans des revues scientifiques classées, hein, françaises, internationales, au travers donc d'exemples, hein, donc des 8 formateurs hein, qui vous montreront des exemples d'articles, mais également des publications de vulgarisation, puisque ça devient aussi, j'allais dire, une forme de publication importante avec des impacts, hein, c'est-à-dire lu par un public de managers qui dépasse, j'allais dire, le cadre des enseignants-chercheurs classiques. Comment est-ce que, effectivement, à partir de résultats de recherche d'invention, on en fait des tribunes dans les Échos, dans Le Monde, des posts LinkedIn qui se tiennent. Donc, voilà. Donc, ces publications
prioritairement scientifiques, bien sûr, mais aussi toute forme de publication. On verra ça en particulier avec Isabelle Barthes, qui fait partie des 8 animateurs et qui est une grande spécialiste du sujet. Alors, premier point sur lequel que nous approfondirons, et qui est un des premiers grands principes de la recherche-intervention à avoir en tête, c'est que la recherche-intervention, c'est une recherche nécessairement de terrain, entreprise privée ou organisation publique, voire territoire, hein. On peut faire de la recherche-intervention. Moi-même, j'en fais sur des niveaux territoriaux, hein, donc région, pour des ministères, etc. Mais sa particularité par rapport à d'autres formes de recherche de terrain, c'est d'une part de s'appuyer sur des transformations, hein, pour dérouler ces processus. Donc c'est transformatif au moins en intention, hein. Après, parfois, les résultats, on n'a pas transformé grand-chose, mais dans l'objectif initial, il y a un objectif de transformer les structures et les comportements de l'organisation. Alors pourquoi? Là aussi, c'est une grande particularité par rapport à d'autres recherches de terrain transformatives, notamment la recherche-action, toujours avec deux objectifs liés: aider l'organisation étudiée à traiter les problématiques pour lesquelles elle nous a sollicité, et en même temps, créer des connaissances scientifiques qui vont servir de matériaux pour des publications qui vont donc concerner j'allais dire, une autre audience que l'entreprise étudiée. Euh, L'intérêt, c'est que on est, par définition, on est dans une méthodologie à impact sociétaux, puisque de toute façon, en faisant une recherche dans une entreprise, il y aura au moins des impacts de sa recherche auprès de l'organisation considérée. Et bien entendu, après, il y aura des impacts au niveau de la communication, des publications qui seront faites à partir de cette étude. Alors, les publications, alors bon, là, on vous met des exemples de publications qui sont donc issues, en fait, des animateurs, en fait, du stage, hein. Il y a 2 animateurs différents par jour qui parleront donc justement de la recherche-intervention dans ses aspects épistémologiques, technologiques, de négociation, de vente, de publication, bien entendu, systématiquement. Et donc, on s'appuiera pour les publications sur des exemples concrets tirés de nous, hein, évidemment. Simplement, là, ce slide pour vous montrer que les publications en recherche-intervention tirées de recherche-intervention sont très diverses. On peut faire des publications sur la recherche-intervention elle-même. Il faut savoir que dans beaucoup de disciplines, alors principalement les disciplines compta, contrôle, audit, GRH, management stratégique, il y a beaucoup de travaux donc, de type méthodologique sur la recherche-intervention, qu'on compare avec la recherche-action ou avec d'autres recherches, ce que ça apporte, etc. Donc dernièrement, on a fait une publication sur la recherche-intervention en compta, contrôle, audit, une analyse réflexive. Bien entendu, on peut faire des publications sur les résultats d'une recherche-intervention sans s'apesantir plus que ça sur la recherche-intervention elle-même. Donc là, un exemple d'une publication de Françoise, Évaluation des politiques publiques vers une pratique intégrée au pilotage de l'action publique, donc dans gestion et management public. Comme je l'ai dit, des publications. Vous voyez, une dernière publication que j'ai écrite avec mon collègue Nicolas Berland, qui ne fait pas partie des animateurs, hein, du stage, mais qui est très en proximité avec nous sur ce type de méthodo, et qui s'appelle, qui est paru il y a un mois, je crois, hein, Productivité, l'ère du numérique empêtrée dans le taylorisme, hein, où en fait on a extrait des résultats de recherche-intervention sur les dysfonctionnements et les coûts cachés générés par la numérisation mal faite, mal organisée. Et puis, bien entendu, des ouvrages. Alors, ce qui est intéressant dans les ouvrages, donc des publications internationales aussi, et donc des ouvrages, ce qui y a d'intéressant, c'est de constater que les grands éditeurs académiques de renommée mondiale, euh, alors, comme l'ouvrage Intervention Research from Conceptualization to Publication, mais je parlais surtout de Palgrave Macmillan, c'est Springer Nature, sont désormais, c'est un ouvrage qui est paru en début d'année, que j'ai écrit avec Henri Saval et Véronique Zardet, Socio-Economic Approach to Management, Science-Based Consulting for Sustainability, c'est un signe, hein, sont ouverts, c'est la première fois.
hein. Euh, donc, on peut dire que maintenant, on a un champ qui est dégagé au niveau académique, hein. Il ne reste plus qu'à publier. On n'est plus comme il y a 15 ans où, on va dire, au niveau académique, il y avait peu de revues qui étaient ouvertes à ça, peu d'éditeurs. Maintenant, dans les revues académiques Alpha, AOS, Academy of Management, euh, Journal, enfin, dans toutes les catégories sont très ouverts, Triple AG, et donc les éditeurs aussi de renommée mondiale. Alors, un troisième point qu'on développera beaucoup, c'est que une recherche-intervention, pour la faire, bah, il faut la négocier, c'est-à-dire en fait, tout simplement, il faut la vendre. Voilà. Alors, soit bien entendu au travers des réponses à appel d'offres, hein, où on va dans l'appel d'offres, alors appel d'offres, ça peut être aussi une ANR, hein, bien entendu, hein. Avec Françoise, on a répondu à des ANR en proposant donc des recherches d'intervention, donc des études de cas. D'ailleurs, ça peut intéresser en fait j'allais dire le demandeur, ou bien de gré à gré. Hein, donc à ce moment-là, avec une organisation, une entreprise privée, petite, grande, eh bien, on va négocier une convention d'intervention avec un prix. Avec un prix. La recherche-intervention, c'est intéressant aussi parce que ça permet d'autofinancer, en fait. C'est un moyen d'autofinancer ses recherches, voire même de, plus prosaïquement, mettre du beurre dans les épinards du chercheur. Voilà, tout simplement. Alors, euh, soit effectivement de façon de gré à gré, soit en fait en passant par son laboratoire. Enfin, nous, on le pratique maintenant enfin, moi depuis 30 ans, Françoise depuis 20 ans. Elle est jeune, mais il est né recherche-intervention. Donc voilà. Et donc, ça suppose que dans la vente, il va falloir absolument démontrer ce que ça peut rapporter, si elle réussit, bien sûr, euh, la recherche-intervention, ce qu'elle peut rapporter qualitativement, quantitativement, et avoir un ordre d'idée aussi financier à l'entreprise. Pour une fois qu'on a fait la négociation qualitative, passer à une négociation en fait sur le prix. Ça, c'est quand on est dans des négociations de gré à gré. Bien sûr, dans les réponses à appel d'offres, euh, on n'a pas cette possibilité-là. Mais voilà, hein, une journée entière hein, consacrée à comment négocier, comment vendre avec des applications, des études de cas. Il y a un mois et demi entre deux. Il y a 2 jours, le stage est organisé sur 4 jours, mais 2 jours séparés de 2 mois. Et puis ensuite 2 jours, c'est justement pendant les 2 mois pour vous laisser le temps en fait de tenter des expérimentations de négociation et puis en faire part ensuite et nous vous aidant hein, entre deux sessions. Et puis bien entendu, les 4 jours sont très largement consacrés à chaque fois avec les principes théoriques, le positionnement, des exemples, des illustrations sur bah, ce qui fait en fait le framework hein, fondamental d'une recherche-intervention, quelle que soit sa modalité, c'est-à-dire premier axe, c'est principes épistémologiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais bien entendu que la recherche d'invention, c'est de la consultance scientifique, c'est-à-dire que c'est plus que du conseil, ça s'appuie sur des outils de conseil, mais s'il n'y a pas intégré dans ces outils, si on ne rajoute pas ces outils, en fait, des principes épistémologiques qui vont permettre de convertir j'allais dire, les matériaux terrain en matériaux scientifiques, bah, on reste un praticien, on reste un consultant, et c'est très bien, hein, mais on ne peut pas basculer dans la recherche. Et c'est notamment ça qu'il faut être capable d'expliquer quand on va faire un papier de recherche ou une communication scientifique. Deuxièmement, le deuxième axe, bah, c'est l'axe d'outils, hein, c'est sur quels outils on s'appuie, hein, les procédures, les protocoles, le terrain. Là, ça peut prendre des formes très variées, c'est pour ça qu'il faut s'en expliquer. Et puis, bien sûr, les 3 grandes phases qui caractérisent la recherche d'invention, les phases, bien sûr, d'immersion sur un terrain, mais avec l'obligation d'alterner des phases de distanciation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces phases de distanciation? Et puis, bien entendu, donc, de toilettage des hypothèses pour publier. Également, et puis je m'arrêterai là, Françoise, peut-être tu pourras apporter quelques compléments dans cette mise en bouche, on va dire, dans le stage. Euh, Bien sûr qu'on va beaucoup positionner la recherche-intervention
dans le champ des recherches qualitatives pour qu'en sortant du stage, vous sachiez parfaitement la différence entre la recherche-intervention et la recherche-action, l'action science, euh, euh, la alors, et dans la famille des recherches qualitatives, la différence entre les recherches de terrain transformatives, donc recherche-intervention, recherche-action, et les recherches de terrain non transformatives, comme par exemple la grounded theory, et donc être en mesure de voir par rapport à une problématique donnée, est-ce que vraiment la recherche-intervention, c'est, j'allais dire, la méthodologie à privilégier, ou est-ce que dans certains cas, si vous n'êtes pas en mesure de transformer, une autre méthodologie de ce type-là ne permet pas quand même de tirer des observations intéressantes. Alors, à qui s'adresse la recherche-intervention? Et je conclurai par ça. Donc, à qui s'adresse évidemment le stage? Donc là, on s'appuie sur les 150 stagiaires formés depuis 10 ans, hein. Ce sont des groupes, comme on fait beaucoup d'applications, de travaux pratiques, hein, dans la formation, avec des présentations de cas vécus par les stagiaires. La promo est limitée à 12-15 maximum, hein, de participants. On a on va dire un premier tiers de public qui concerne en fait on va dire des doctorants, mais qui sont alors PhD ou DBA, mais qui sont forcément en fait alors soit en CIFRE, soit pour les DBA forcément des professionnels qui vont utiliser leur pratique professionnelle pour en fait sous forme de recherche-intervention en praticien réflexif pour faire leur thèse. Donc première cible, euh, doctorant PhD ou DBA, mais bien entendu, dont la méthodologie est de type transformative de terrain. Deuxième type de public, bien sûr, des enseignants-chercheurs. Donc, maître de conférence qui se dit, tiens, pour ma HDR, il serait peut-être bien que je fasse quelques terrains à impact en utilisant la recherche-intervention, maître de conférence HDR, collègues professeurs qui souhaitent, alors, on a plusieurs cas, hein, qui souhaitent soit développer en fait la recherche-intervention dans leur laboratoire, une dimension recherche-intervention, notamment dans une approche partenariale, hein, pour nouer des partenariats, parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire de la recherche-intervention avec des entreprises, pour nouer des partenariats avec des entreprises. Soit, en fait, on a pas mal ça ces dernières années, des collègues qui dirigent des thèses avec des doctorants qui sont clairement en recherche-intervention, mais qui n'ont pas été formés suffisamment eux-mêmes en directeur de thèse à la recherche-intervention. Donc, plutôt que de se priver en fait de ce type de supervision, d'essayer de se former. Et puis, bien sûr, dans la grande catégorie, des professionnels qui souhaitent évoluer. Alors, un certain nombre de consultants qui souhaitent évoluer vers l'evidence-based management, la pratique réflexive, et puis des professionnels, hein, DRH, managers, qui souhaitent en fait utiliser leur pratique professionnelle pour en faire, en fait, les transformer en matériaux scientifiques, pour faire des rapports, des expertises, des articles avec de la tenue scientifique. Voilà. J'en ai fini. Françoise, si tu veux compléter les points qui te... Oui, merci Laurent. Donc oui, dans le prolongement de ce que Laurent Capelletti a dit, j'aurais aimé insister en fait sur les motivations, donc sur la recherche-intervention, notamment une première qui est en lien avec un chapitre d'ouvrage que j'ai écrit dans le cadre du CNI, donc avec notamment Florence Noguera, Jocelyn Husser et Marc Bonnet sur l'importance de pouvoir mener des recherches à fort impact sociétaux. Et donc dans ce chapitre d'ouvrage, on explique notamment qu'il y a beaucoup de recherches qui sont parfois déconnectées des besoins des entreprises ou des organisations, et que Laurent en parlait d'ailleurs dans un de nos congrès encore hier, hein, sur le fait que pour l'avenir, c'est quand même délicat de ne pas pouvoir développer en tout cas des recherches beaucoup plus connectées aux besoins du terrain. Et c'est vrai que là, c'est l'avantage de la recherche-intervention, c'est que ça permet d'être très connecté aux besoins des organisations et des entreprises. L'autre élément sur lequel j'aurais aimé insister, c'est que sur certains objets de recherche, et notamment, je l'ai vu encore récemment sur un papier que j'ai écrit dans les pratiques de ressources humaines pour les entreprises familiales,
il apparaît qu'en fait, on se retrouve parfois sur un sujet avec des hypothèses qui peuvent se contredire. Et clairement, des auteurs expliquent que il y a contradiction parce qu'en fait, il y a trop d'hypothèses qui ne sont pas liées avec des données empiriques. Il manque des données empiriques. Et donc, ce manque de données empiriques, en fait, fait que parfois, on arrive à trouver dans des papiers des contradictions, voilà, ce qui est dommage. Euh, et donc, je pense que ça, c'est un deuxième axe qui peut vous inciter à pratiquer aussi la recherche en intervention. Et puis, je dirais le troisième élément qui incite à la recherche-intervention, c'est que si vous pratiquez la recherche-intervention, vous pouvez très facilement, à partir d'une recherche-intervention, publier 2 à 3 papiers. C'est-à-dire que ça va vous donner, en fait, ça va vous permettre une collecte de données empiriques très riches et qui vous permettent d'aller très facilement sur 2, 3 papiers de recherche. Voilà, sur les 3 points sur lesquels je voulais compléter. Peut-être dernier élément, donc c'est que effectivement, en termes de recherche, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir à la fois d'avoir des hypothèses et une démarche hypothético-déductive, mais aussi logico-inductive. Et c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir faire ces 2 types d'hypothèses. C'est très enrichissant pour un intervenant-chercheur. Merci pour votre présentation. Alors, j'ai déjà 2 demandes de Manon Peterman et Ludivine Kerry qui sont dans les questions-réponses. Vous avez cité 2 références et demandé les références. Donc, si vous pouvez les mettre dans les questions-réponses, éventuellement les donner également à l'oral. Donc, il y en a une, j'imagine, c'est l'article qui est au milieu, évaluation des politiques publiques vers une pratique intégrée au pilotage Alors, public. oui, alors, bon, pour les références, en fait, j'allais dire, on a quasiment il y a le manuel sur la recherche-intervention qu'on a écrit donc, en 2018, donc qui est à la fois en français et en anglais, donc chez Information Age Publishing, Intervention Research, From Conceptualization to Publication, et qui est en fait qui est un des rares ouvrages. C'est pour vous montrer là, parce que dans l'équipe d'intervenants, en fait, on est tous en fait très présents à l'Academy of Management depuis moi depuis, j'ose même pas le dire, et notamment dans une division en fait qui est très centrée sur la consultance scientifique et en particulier la recherche d'information, qui est la Management Consulting Division. Il faut savoir que, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Angleterre, dans les pays scandinaves, dans ce type de pays anglo-saxons, ils sont très férus en fait de recherche-intervention. Et cet ouvrage en fait a été publié à la fois en anglais, Intervention Universal, et à la fois en français chez IAP. On a le dernier, toujours en manuel en fait, 2024, donc, mais là qu'en anglais, c'est Springer Nature, Palgrave Macmillan, Socio-Economic Approach to Management. Alors, qui est la différence du premier, le socio-economic approach management, c'est quand même plus la recherche-intervention en modalité socio-économique. C'est une des modalités. En article, comment vous dire, je suis un peu gêné de vous recommander. En article, en fait, on est tous des gros publiants dans les animateurs de la, du stage. Et en fait, vous tapez Laurent Capelletti ou Françoise Gauthier ou Henri Saval ou Jean-Michel Plane ou Florence Noguera. Et en fait, tous les articles qu'ils publient, en règle générale, sont fondés sur des méthodologies de type recherche-intervention. Donc là, mon conseil, ce serait plutôt de vous dire, bah, vous allez vous tapez les noms, vous mettez Kern, puisque maintenant la plateforme Kern, en fait, enfin, depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, mais en fait référence les publications des chercheurs, notamment français, pas que, mais également. Et donc, par exemple, moi, tous mes articles, alors, soit sont purement recherche-intervention, on en parlera aussi durant le séminaire, on parlera de calimétrie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour maximiser les résultats d'une recherche qualitative de type recherche-intervention par une étude quantitative. Donc, des méthodologies, ça s'appelle calimétrique en fait, et un certain nombre de mes papiers sont fondés à la fois sur la recherche-intervention maximisée par du quanti.
Voilà. Merci. Alors, j'ai une question de Ludivine Kerry. Que faut-il baliser contractuellement dans la recherche-intervention? Faut-il un contrat? Peut-on obtenir un document éthique, etc. Alors, je vais répondre, et là, Françoise est aussi très bien placée pour répondre, hein, parce qu'elle, en fait, Françoise est intégrée dans un laboratoire qui ne fait que de la recherche-intervention en termes de méthodo. Donc, j'allais dire que tous les mois, alors que moi, j'y étais, mais j'y suis plus. Donc, moi, je négocie des contrats de recherche-intervention, j'en négocie un ou deux par an, quoi. Alors que Françoise, c'est carrément un par mois à peu près en moyenne. Euh, on va passer du temps là-dessus. Dans la convention, il faut absolument se mettre d'accord sur, premièrement, donc nous, on a un outil sur lequel on vous formera, en fait, qui va devenir l'outil conventionnel. C'est l'outil qui va servir de base à la négociation avec l'entreprise ou l'organisation visée. Dans un premier temps, on va avoir une discussion sur les objectifs de l'entreprise, d'accord? Qu'on va soigneusement collecter, etc. Ces objectifs, bien sûr, en termes managériaux, organisationnels, de performance, qui touchent à la gestion, bien sûr. On ne fait pas de la recherche-intervention en, en biologie, hein, donc voilà. Une fois que l'entreprise a révélé ses objectifs, qui feront partie hein, de la convention, euh, on réfléchit pour savoir si on peut aider l'entreprise à les atteindre, bien évidemment. Hein, si on pense qu'on ne peut rien faire par rapport aux outils qu'on maîtrise, hein, des outils de ressources humaines, des outils de contrôle de gestion, on va dire, je suis désolé, je peux pas vous aider. Si on a les outils, les méthodes, les principes en magasin, eh bien, on va les proposer donc à cette entreprise et ça va constituer le deuxième paragraphe, si vous voulez, de la convention. Et troisièmement, on va détailler hein, l'utilisation de ces méthodes, hein, donc diagnostic, projet, tableau de bord, formation. Ça peut prendre, j'allais dire, toutes les formes qu'on veut à partir du moment où on pense que ces méthodes vont permettre en fait à l'entreprise de l'aider à atteindre, à évoluer vers du préférable compte tenu de ses objectifs. Donc on va détailler planning, le temps passé, combien de personnes interviewées, de quand à quand, etc. Pour ça, quand on est d'accord avec l'entreprise, on formalise ça dans un outil qu'on appelle produit objectif, produit méthode, produit prestation. Donc, objectif, méthode, prestation. Et finalement, la convention, c'est d'abord se mettre d'accord là-dessus. Donc, finalement, avec l'entreprise, on se met d'accord sur quoi? Sur nous, on lui apporte des méthodes pour l'aider à répondre à des objectifs. Voilà. Donc, notre engagement, il est sur des méthodes. Voilà. Quand on est d'accord là-dessus, on discute du prix, mais uniquement quand on est d'accord là-dessus. Et quand on est d'accord sur le prix, et ben dans la convention, il y aura aussi un budget. Voilà. Françoise, donc la convention, Ouais. c'est alors je termine voilà. Donc la convention, si je résume, c'est essentiellement construire et ensuite formaliser les objectifs de l'entreprise. Elle doit s'y retrouver et le chercheur, l'intervenant chercheur ou le consultant chercheur hein, apporte quelle méthode euh, déclinée en quelle prestation dans le cadre de quel budget. Voilà. Et Je on peut bien complète. sûr ajouter, voilà, on peut bien sûr ajouter en fonction de après des publications qu'on compte faire à partir des données, on peut aussi rajouter effectivement des chartes éthiques, des points sur de contraintes ou non sur tel type de collecte de données. Ça, j'allais dire, c'est vraiment au cas par cas. Ça, hein. Mais en générique, on a ce que je viens de vous dire. Donc, Laurent, tu as très bien présenté. Je rajouterais simplement que voilà, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'échange, hein. Il ne faut pas imaginer que voilà, ça soit très rapide. Il faut bien qu'il y ait plusieurs semaines pour aussi laisser le temps donc aux acteurs, hein, aux dirigeants en particulier, qui va être votre principal interlocuteur dans ces cas-là, ou un manager qui aurait le moyen de conclure ce genre de convention de recherche.
Et donc, il faut laisser le temps aux personnes aussi de réfléchir sur les dispositifs que vous allez proposer. Et effectivement, Laurent l'a bien décrit, d'abord, on échange sur les objectifs, c'est-à-dire dans le cahier des charges, quels seraient les objectifs, les attentes. Ensuite, quelle méthode vous proposez. Et enfin, effectivement, le détail des prestations. Et puis, il y a donc une partie dans la convention sur le périmètre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en évidence les personnes que vous allez rencontrer. Donc, on doit pouvoir visualiser dans la convention de recherche le périmètre dans lequel vous allez intervenir et le temps. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans le contrat, en fait, un planning de recherche-intervention. Voilà, sur le complément que je pouvais apporter. Merci. Alors, une question de Laura Abdelalim. Dans le contexte de la recherche-intervention, la production de connaissances est couplée à l'amélioration d'une situation concrète. Quelle est la profondeur d'intervention nécessaire? Des directives sous forme de guide suffisent-elles ou une transformation plus profonde est-elle requise? Alors, en fait, la profondeur est déterminée par le couple, les objets que veut l'entreprise. Par exemple, améliorer sa performance durable, par exemple, l'aider à mettre en place les reportings type CSRD, par exemple. Et il peut y avoir plusieurs objectifs aussi, hein. Par exemple, essayer de mieux maîtriser le taux d'absentéisme et de rotation du personnel. Euh, euh, Améliorer la rentabilité de tel ou tel processus. Bref, la limite, en fait, c'est des objectifs. Il faut que ce soit des objectifs de gestion enfin, qui appartiennent à la sphère managériale au sens large. Voilà. Ça peut être des objectifs de mise en place de systèmes d'information, etc., de gestion de systèmes d'information. Et la profondeur, donc, va dépendre de ce que le chercheur pense apporter comme méthode pour répondre en fait à ces objectifs. Donc c'est le couple. Ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, comme on est sur du transformatif, le chercheur en fait va pas, il fait pas une liste et des guides en disant voilà ce qu'il faut faire et il s'en va. Là, on est dans des méthodologies de type en fait audit ou expertise. Non, c'est-à-dire que il va accompagner l'entreprise pour coproduire en fait les résultats au travers l'accompagnement sur la mise en place des méthodes en sorte de répondre à ces objectifs. Voilà. Et finalement, au final, la profondeur, le nombre de personnes vues, la durée, va dépendre de ce que le chercheur pense nécessaire comme méthodologie d'accompagnement à apporter à l'entreprise pour atteindre les objectifs qu'elle a formulés. Voilà. Alors, Françoise a dit la négociation. Alors, ça peut être long, notamment pour les grosses organisations. Ça peut être très court, hein, avec des petites entreprises qui comprennent bien ce qu'on veut. C'est-à-dire, en une semaine, on est beaucoup intervenu dans des toutes petites entreprises, des groupes de pharmacie, Tout à fait. commerce de centre-ville. On a un partenariat avec l'OPCO, en fait, l'OPCO EP, les entreprises de proximité. Donc, en moyenne, il y a quand même un certain temps, parce qu'il faut négocier tout ça. N'empêche que ça peut aller vite. Et pareil, on a des recherches-interventions, on a des très bons résultats, en fait, qui finalement s'étalent dans des petites entreprises qui s'étalent sur 3 mois, 4 mois, hein, et on a des premiers résultats en un trimestre, hein, voilà. Euh, Sur les plus grosses entreprises, en règle générale, le minimum, alors les grosses entreprises, c'est-à-dire à partir de TI, on va dire, hein, 500 personnes, si on intervient sur un gros département ou plusieurs, c'est de toute façon en termes de durée, hein, dans le temps, pas tous les jours bien sûr, mais de durée dans le temps, c'est de 6 mois à 1 an, hein, de toute façon, hein. Voilà. Merci. Une question alors qui revient sur la dimension prix de Manoïsoa Ratiarisson. Est-ce qu'il faut nécessairement une convention avec un prix, etc.? Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'on fait de la recherche-intervention dès qu'on retrouve les contributions théoriques et managériales claires? Alors, oui, de toute façon, bon, la notion de prix, elle est surtout pour mettre de la valeur à ce que vous allez apporter. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu, même si
c'est plus ou moins gênant, mais ce qu'on voit, c'est que quand la recherche-intervention n'a pas de prix, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Et donc, le risque, quand vous mettez pas de prix, c'est qu'en fait, vous risquez d'avoir des acteurs en fait qui vont négliger vos dispositifs et qui risquent en fait de les maltraiter, clairement. C'est un risque. Et donc, il faut être vigilant à ça. Euh, donc après, à vous de composer par rapport à comment vous voyez les acteurs avec lesquels vous êtes en négociation, mais ils peuvent vous dire non, non, mais même si ça me coûte rien, ça me coûte du temps, enfin, je vais passer du temps avec vous, donc ça a de la valeur. Oui, mais n'empêche que le prix permet d'avoir des personnes qui vont quand même être actifs dans vos dispositifs, se transformer, mettre de l'énergie à se transformer, et donc c'est important d'avoir un prix sans que ce soit non plus démesuré, mais ça semble quand même quelque chose à pas négliger. Je vais le dire différemment, et bien sûr, on a une journée parmi les 4 jours qui est consacrée à la négociation, fixation du prix, et bien sûr avec des exemples de justement quel prix concrètement vous pouvez raisonnablement proposer en fonction, ça varie aussi beaucoup en fonction de votre expérience, de l'entreprise que vous avez en face de vous, etc. Mais le principe, c'est de ne pas faire de recherche d'invention à titre gracieux. Pourquoi? Pour qu'à la fin, vous ayez des publications de qualité, il faut que les données que vous allez collecter soient de qualité. Nous, ce qu'on a constaté, après plus de 50 ans de pratique de la recherche d'invention, moi 30, Françoise 20 et les plus âgés du stage 50 de pratique, c'est que pour que les données collectées soient robustes, il faut que vous ayez un ascendant sur l'entreprise. C'est-à-dire, ce n'est pas l'entreprise qui vous fait un cadeau en vous permettant de publier, c'est vous qui lui apportez des méthodes qui vont l'aider à atteindre ses objectifs. Donc, je caricature, c'est vous qui lui faites une fleur. Vous voyez, il faut retourner complètement là, voilà. Et à partir du moment où vous allez faire payer, ça va donner en fait de la densité, ça va donner du sérieux en réalité. Ça va donner du sérieux en fait à votre intervention et donc aux données que vous allez collecter. Ça va plus être entre guillemets du cinéma, vous voyez. Et donc, le fait de faire payer, c'est bien entendu parce que tout ça vous prend aussi du temps, hein. C'est parce que c'est aussi une façon d'autofinancer ces recherches. Parce que de toute façon, quand c'est bien fait, ça rapporte de la valeur à l'entreprise. Et donc, il est tout à fait légitime que cette valeur, vous en ayez une part, vous aussi, en tant que coproducteur. Et puis aussi, il y a cet argument scientifique, c'est-à-dire qu'à la fin, pour avoir en fait des bonnes publis, il faut des bonnes données. Et des bonnes données, c'est dans un rapport contractualisé, tarifé, payant, avec l'entreprise, l'organisation observée. Une fois qu'on a dit ça, bien entendu, il y a beaucoup de variétés, et on en parlera, dans les tarifs à proposer. Il peut y avoir, on n'est pas très partisan de ça, mais on en parlera, on peut avoir des stratégies, j'allais dire, de gratuit en espérant avoir. On constate, nous, bon, mais dans certains cas, pourquoi pas, on en parlera aussi. Mais voilà l'explication. Alors, une autre question. Alors, je saute deux questions que je reprendrai à la fin, mais qui sont sur des points plus individuels. Une question, pardon, As- pardon, Asma Bakouche. Quand et comment un chercheur peut-il concrètement déterminer que sa recherche-intervention est achevée? Alors, donc, la recherche-intervention va être conventionnée, d'accord? Donc, il y aura un certain nombre de méthodes. Bon, classiquement, quand même, hein, dans ces méthodes, on peut trouver tout type de méthodes et d'outils, mais assez souvent, comme c'est transformatif, on a au moins, on a assez souvent quand même, ça va me permettre d'illustrer, en méthode, un diagnostic suivi derrière de projet, groupe projet, hein, c'est-à-dire état de la situation et derrière co-construction de solutions d'amélioration. Donc, formellement, conventionnellement, la recherche-intervention, elle est finie quand les méthodes prévues dans la convention pour atteindre les objectifs sont finies. Voilà.
Donc ça, c'est l'argument technique. Après, d'un point de vue scientifique, en réalité, comme l'a dit Françoise, et c'est ça qui fait l'intérêt, on peut commencer à faire des publications euh, dès les premiers résultats en groupe de projet, dès que des solutions ont été mises en œuvre, etc. On peut faire des publications ensuite. On peut même faire des publications sur la base du résultat du Mhm. diagnostic, en l'expliquant, en disant l'objectif est transformatif, mais les premiers résultats du diagnostic sont quand même très intéressants pour développer des hypothèses descriptives, par exemple, vous voyez. Et ensuite, à la fin formelle technique de la recherche-intervention, qui prend plus de temps qu'une recherche quanti sur base de données, c'est sûr, mais on se rattrape parce qu'en fin de recherche-intervention, on va se retrouver avec plein de données capables de répondre à plein de problématiques différentes. Euh, et donc, en règle générale, à l'issue d'une recherche-intervention, même dans une petite entreprise, on se retrouve en moyenne, c'est la moyenne qu'on a, nous, sur avec trois publis. Trois publis, trois articles. C'est-à-dire, les données permettent de bien traiter trois problématiques différentes, sachant qu'en amont, ça veut dire trois communications, et sachant que en amont toujours, en français et en anglais. En règle générale, nous, c'est six coms et trois publis tirés d'une seule recherche-intervention. Vous voyez. Merci. Une question de Maïlène Guélizé. Est-ce que les chercheurs, je crois que vous avez déjà plus ou moins répondu, mais est-ce que les chercheurs intervenants peuvent faire valoir une obligation de moyens et non de résultats opérationnels dans la convention? C'est exactement ça. Surtout pas de résultats. Pourquoi? C'est pas pour se défausser, c'est parce que les résultats finaux, bien entendu, vont dépendre de choses qui vont vous échapper. Le contexte, vous voyez, tout d'un coup, il y a une crise mondiale, etc., qui font que les clients de votre entreprise peuvent plus payer. Bah, c'est pas de votre faute. Bon, vous voyez. Donc, obligation de moyens, pas de résultats. Voilà. Ça, c'est bien prévu dans la convention. Mais bien entendu, on va convaincre, il faut être convaincu soi-même que ces moyens sont les meilleurs, selon nous, pour atteindre les résultats visés, bien sûr. Mais Je en complète, revanche, formellement, moyen. je compléterai très rapidement en disant qu'il est important, mais ça aussi on le développera dans le stage. Il est important de faire des bilans intermédiaires, enfin des petits bilans d'étapes très rapides avec vos interlocuteurs sur les dispositifs que vous aviez proposés au départ et leur mise en œuvre effective. Et donc, tout au long de la recherche-intervention, il y a des points qui sont faits très régulièrement pour dire, ben voilà, les premiers dispositifs qui étaient prévus vous avez pu les mettre en place ou pas, et comment ils ont pu être déployés, et est-ce que vous avez pu, vous, déployer tout le dispositif comme vous l'avez prévu. Et ça permet déjà d'acter des premiers bilans de réalisation marquantes pour vous. Et puis, si jamais le dispositif que vous aviez prévu au départ n'a pas pu être déployé comme vous l'aviez prévu, bah, à ce moment-là, ça permet d'acter aussi que les acteurs de l'entreprise n'ont pas tout à fait joué le jeu et que ça pourra expliquer, enfin, que du coup, l'entreprise prend un petit peu de risque à ce qui est pas forcément tout à fait les résultats qu'ils pouvaient attendre. Et donc, c'est important pour vous d'avoir ces bilans tout au long de la recherche-intervention. Merci. Alors, une question d'un spectateur anonyme. Combien dure en moyenne une recherche-intervention? On y a un peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment, nous, on a une expérience d'intervention sur tout type d'entreprise d'organisation, de 3 personnes jusqu'à plus de 30 000. On a des études de cadre d'intervention dans maintenant 47 pays sur les 5 continents, y compris en Chine, au Groenland, à Zanzibar, même au Soudan. Je suis allé au Soudan il y a 2 ans faire une recherche d'intervention, juste avant le coup d'État, donc j'ai pu rentrer en bon état. Euh, une, une TPE de 3 4 personnes, en termes de planning, je le répète, on n'y est pas tous les jours, bien entendu. Euh, Ça peut s'étaler en mois ouvrés sur 3 mois. Voilà, 3 mois. Une PME, on va être plus sur 6 mois, 8 mois. À partir de TI, on bascule sur 8 à 12 mois. Voilà.
Voilà, hein, pour les durées moyennes. Merci, on va venir, Donc, ça ne se fait pas sur une journée, voilà, quand même, hein. on va venir à des questions plus précises liées à des situations plus personnelles. Donc, une question de Manon Peterman. Je coordonne actuellement un réseau interentreprises en Suisse de 60 organisations de divers secteurs d'activité qui échangent sur leur transformation vers l'agilité organisationnelle, la fabrique de l'agilité. J'ai accès à des terrains merveilleux. J'ai réfléchi à démarrer un DBA ou une autre forme de doctorat. J'aurais besoin d'un encadrement d'une personne expérimentée. Or, en Suisse, la recherche-intervention n'est pas bien développée. Je regarde toutes les options. Je suis preneuse de conseils et échanges. Si l'un de vous aurait de la disponibilité, je pense m'inscrire au séminaire en tous les cas. Oui, bah là, on verra ça. Alors, le séminaire, évidemment, il est organisé en sorte que c'est de la formation action réseau. C'est-à-dire, bien entendu, ceux qui participent avec les animateurs, en fait, on en profite pour créer un réseau, euh, poursuivre un accompagnement, un partenariat avec ceux qui le souhaitent, hein, on l'a fait. Voilà, ça peut être tout à fait le début d'un partenariat. Ça va de commencer à réfléchir à un jury de thèse ou un directeur de DBA jusqu'à justement en fait un partenariat de supervision, accompagnement pour des recherches-interventions telles que celle-ci, hein, telles que celle que vous décrivez. Donc, la réponse est oui, tout à fait. Vous avez raison d'envisager de vous inscrire. Et à partir de l'inscription, sur la base du cas concret euh, que vous évoquez, on pourra effectivement étudier les partenariats, les accompagnements, la création de réseaux possibles pour vous aider, bien sûr. Et je vous rejoins sur la Suisse, ouais, ça m'a surpris. Effectivement, ils ont une vision assez, c'est marrant, un peu plus académique des choses. Ouais, c'est marrant. Une question de Ismail Bouachem. Dans ma thèse, je mène une recherche-intervention suivant les 5 étapes élaborées par Hatchwell et Mollet 86, Hum. après avoir identifié la non-participation des OSC à la gouvernance locale. J'ai entrepris de créer un réseau des OSC dont j'ai été élu président. Mon objectif est de renforcer la participation des OSC à la gouvernance locale. Ainsi, j'ai 2 casquettes, celle de chercheur et celle de président du réseau des OSC. J'ai réalisé un diagnostic avec les acteurs des OSC des élus. Pourriez-vous me dire si je suis sur la bonne voie dans ma démarche, comment je pourrais améliorer mon approche? Oui, spontanément, je répondrais oui. Justement, dans le séminaire, chacun des participants en fait présente une étude de cas, enfin, qui l'intéresse actuellement. Donc, soit effectivement, comme vous venez de le faire, mais il la présente en quelques slides et les animateurs en fait réagissent et lui donnent des conseils plus précis. Et les autres stagiaires en fait commentent, écoutent. Vous voyez, il y a aussi cet aspect de création d'intelligence collective. Donc, euh, là, en quelques mots, ce que vous venez de dire, je dirais oui. Sachez que sur vos cas particuliers, on a intégré, on ne le faisait pas au début, Jérôme, hein, ça, c'est une innovation. Il y a 10 ans, on ne le faisait pas et on a commencé à le faire il y a 4 ans, je crois. Je parle sous le contrôle de Maëlle, si elle est encore là. Donc, on réserve en fait deux après-midi sur les 4 jours où en fait les participants présentent les études de cas sur lesquelles ils sont impliqués ou bien des projets, hein, d'études de cas prenant la forme de recherche-intervention pour les présenter et faire part en fait des questions qu'ils ont dessus pour qu'on y réponde très concrètement. Voilà. Alors, une question qui est posée 3 fois par Pierre-Baptiste Boutani et puis par alors, Marie Gandon, donc ce n'est pas elle, sur les thèses en CIFRE. Est-ce que la thèse en CIFRE, en gros, est compatible avec la recherche-intervention? Est-ce qu'il y a des recommandations et est-ce que c'est une bonne approche, toujours dans le cadre de la recherche-intervention, la thèse CIFRE? Complètement. C'est-à-dire que, en fait, moi, au CNAM, je n'ai que des. Alors, en fait, j'ai soit des chiffres, soit des. C'est la particularité du CNAM, en fait, des professionnels qui utilisent leur métier, leur expérience professionnelle pour faire une thèse, hein. Et donc, ça s'appelle. Et là, en fait, en termes de méthodologie, on les
effectivement, on s'appuie, on les forme dans recherche-intervention, on dira en praticien réflexif, mais franchement, dans une thèse, le CIFRE, pour celui qui le souhaite, c'est le cadre idéal d'une recherche-intervention, en fait. Je peux pas dire plus, quoi. Une question de Trésor Moupeta Moutouila. Dans le contexte d'une recherche-intervention et au regard de vos expériences, un ou une chercheuse peut-il solliciter de mener la dite recherche auprès d'une entreprise ou c'est cette dernière qui sollicite le service auprès du chercheur? Alors, en termes on en parlera dans la partie négociation-vente, en termes de stratégie, il vaut mieux se débrouiller pour être sollicité. Alors, le problème, c'est que dans certains cas, on peut attendre longtemps, hein, vous voyez. Donc, on en parlera. Il faut mettre en place des stratégies en sorte sans être le demandeur de la recherche-intervention, avoir des moyens de réseauter, de rencontrer, de discuter avec des dirigeants des organisations pour, à l'issue de ces discussions, de ces réseautages, de ces PR, Public Relations, de ces colloques où vous avez présenté des choses, à l'issue de la discussion, il y a une demande, voilà, de l'entreprise, parce que c'est le bon sens pour négocier, en fait. Hein. Mais tout ça, effectivement, c'est une méthode dont il faut parler. Hein. Spontanément, ça se fait pas, spontanément, ça se fait pas si bien que ça. Voilà. Une question de Lara Abdelalim. L'efficacité d'une recherche-intervention peut-elle être compromise par la réticence de certaines entreprises à accepter les observations du chercheur, réalité qui ne s'aligne pas avec leur objectif? Point d'interrogation. Comment le chercheur peut-il trouver un équilibre entre diplomatie et objectivité? Merci encore. Françoise, tu veux répondre? Oui, 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 bien sûr. L'idée, si vous voulez, dans la recherche-intervention, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, c'est d'apporter de la méthode. Alors, il peut y avoir des réactions diverses et variées effectivement, de l'entreprise par rapport à la méthode que vous allez utiliser, mais dans l'ensemble, là où éventuellement l'entreprise pourrait être plus en retrait, c'est quand vous avez des conseils trop précis. Mais le but de la recherche-intervention, c'est pas forcément de pratiquer, enfin de conseiller le client sur des sujets très précis. Le but, c'est d'apporter de la méthode et cet apport de méthode, quand il est présenté, quand il est expliqué, il est souvent très complémentaire avec ce que les entreprises utilisent déjà. Enfin, après, c'est à vous au départ, plus vous vous renseignez sur l'entreprise, plus vous comprenez ce qu'ils utilisent comme méthode, ce qu'ils n'utilisent pas. Et plus vous apprenez à les connaître, plus vous pouvez vous positionner, voilà, que va apporter votre méthode. Mais ça, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, ça va venir dès la négociation, c'est-à-dire dès la Ouais. négociation, vous allez vous rendre compte de ce qu'ils utilisent ou ce qu'ils n'utilisent pas. Et en fait, quand vous allez définir le cahier des charges, vous allez cibler des méthodes que l'entreprise n'a pas déjà et que vous allez apporter. Puisqu'en fait, l'entreprise, de toute façon, ne signera que si vous apportez de nouvelles méthodes. Donc, il y a en fait la première, le premier élément qui sera important pour vous, ce sera dans cette phase de négociation. Vous saurez déjà en phase de négociation comment vous positionner. Et puis, durant la recherche-intervention, vous allez pouvoir vous appuyer sur la personne, pardon, avec laquelle vous avez contractualisé. Donc, le dirigeant, le plus souvent, vous pourrez vous appuyer sur ce dirigeant pour vraiment être dans la co-construction de transformation dans l'organisation. Et donc, du coup, ça évite pas mal de barrières. Ça ne résout pas tout non plus. Je veux dire, il y a à chaque fois des préparations de séances, bien sûr, qui se font, qui sont très intenses. Mais si ces préparations sont bien faites avec le dirigeant, on lève déjà beaucoup de barrières à ce moment-là. Donc, euh, c'est comme ça en tout cas, Ouais. que nous procédons. Et après, au-delà de ça, donc ça se joue beaucoup au niveau de la négociation de la convention parce que à partir du moment où pour répondre à la demande du client, vous lui proposez des méthodes, s'il signe une convention, il ne va pas vous reprocher d'utiliser ces méthodes. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'en cours de route, parce qu'il n'est pas très rigoureux, parce que par exemple les gens ne viennent pas à un diagnostic, les participants au groupe de projet, il y en a la moitié qui n'est pas là,
vous allez être obligé, dans les groupes de pilotage, en fait, justement, la convention joue un rôle d'outil dans ces groupes de pilotage, vous allez être obligé, en fait, effectivement, de faire preuve d'une certaine fermeté avec votre client pour lui rappeler que c'est bien lui qui a demandé ça, que pour atteindre ça, il faut faire ça. Et voilà, et là, c'est pas très bien fait. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler aussi sur le comportement, bien sûr, de l'intervenant pour gérer Mm, bienveillance, mais pas complaisance. mm, mm. C'est ça le critère clé. Hein. Donc, bien entendu, il faut être bienveillant, diplomate, appelons ça diplomate. Mais à certains moments, si votre client, en fait, tout d'un coup, pour X raison, il veut plus la méthode que vous aviez prévue, il va falloir faire preuve d'une fermeté douce pour lui expliquer que si ça, on ne le fait pas, ben, c'est les résultats qu'il a demandé qui ne seront pas atteints. Voilà. Pour que finalement, ils disent, ah ok, j'avais pas bien compris, etc. Ouais. Et je rajouterais juste, il y a donc beaucoup de pédagogie qui se font tout au long de la recherche et intervention. Et puis, il y a un terme que j'ai utilisé tout à l'heure, à pas négliger, mais qu'on développe beaucoup dans le stage, c'est qu'en fait, on est sur une co-construction de résultats de recherche. Et le fait que la recherche-intervention vous mette dans une posture de co-construction de résultats de recherche, ça change beaucoup le rapport entre le praticien et le chercheur. Ça donne un rapport très agréable et plutôt sain, voilà, sauf cas particulier, c'est assez agréable à mener. Merci. Il n'y a plus de questions et nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je remercie les deux intervenants, Laurent Capelletti et François Merci. Weber, qui se sont livrés à l'exercice. Je vous rappelle que Merci. la formation sur la recherche-intervention se tiendra les 17 et 18 septembre et les 19 et 20 novembre, que si vous êtes intéressé pour y participer, vous pouvez aller sur le site de la FNEJ et vous inscrire via cet intermédiaire, ou sinon contacter la FNEJ et en particulier Maël Blumnar et Léna Burguin qui répondra à vos questions éventuelles de mise en œuvre de cette inscription. Et je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de la FNEJ. Et je me permets, puisqu'on y est presque, de vous souhaiter un bon week-end et une bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci, bon week-end. Merci. Au revoir.